L'orage de la guerre gronde. L'Europe refuse de voir les signes précurseurs. Elle regarde ailleurs. En Asie, une autre puissance va écraser ses voisins. En ce début du XXe siècle, le Japon est déjà une puissance militaire. En 1905, il a défait les Russes et ses troupes ont combattu aux côtés des Alliés durant la Première Guerre mondiale. Les forces nippones se sont même emparées du port allemand de Qingdao en Chine et de plusieurs îles du Pacifique. À la fin du conflit, il ne faisait aucun doute que le Japon s'était imposé comme une grande puissance. C'était à ce titre qu'il avait logiquement intégré la Société des Nations. Mais le pays est bien loin d'être une démocratie. Les structures traditionnelles sont bien implantées. L'empereur occupe le sommet de la société nippone. Les Japonais le considèrent comme un dieu vivant. Il est leur véritable guide. L'archipel est confronté à un problème de plus en plus prégnant, l'augmentation de sa population. Il faut aller chercher des matières premières hors du territoire, car le Japon est pauvre en ressources naturelles. Les cibles sont rapidement définies. La Mandchourie est une proie idéale, riche en champs de céréales et en gisements de minerais. Des troupes nippones y sont déjà stationnées. Mais les dirigeants japonais ont un gros appétit. Ils lorgnent sur les possessions occidentales dans la région. Les 3 colonies britanniques, Birmanie, Malaisie et Hong Kong, mais aussi l'Indochine, dirigée par les Français, ou encore les Indes néerlandaises. Il convient pourtant d'être très prudent pour ne pas froisser l'autre superpuissance présente dans le Pacifique, les États-Unis. Malgré les apparences et une politique anti-impérialiste, les États-Unis dominent un empire officieux dans l'océan Pacifique. Les Philippines, l'île de Guam et plusieurs autres archipels sont contrôlés par l'administration américaine. Il ne fait aucun doute que le Japon rêve d'éliminer ce rival très gênant. Mais l'Amérique ne s'inquiète pas. Depuis la fin de la Grande Guerre, le pays se divertit, il danse. C'est l'âge d'or du jazz. Depuis le début des années 20, la nation s'emploie à exploiter des ressources qui lui paraissent alors inépuisables. La croissance économique semble ne pas avoir de fin. Des fortunes se font dans l'industrie et à la bourse de New York. Pourquoi s'angoisser ? Les volontés expansionnistes du Japon sont bien loin des préoccupations américaines. À la fin de la Première Guerre, le gouvernement a même signé avec la France, le Royaume-Uni et le Japon un traité de réduction de la flotte de guerre. Les Japonais ne l'ont pas vraiment appliqué. Leur marine domine le Pacifique. À la moindre faiblesse, les possessions américaines deviendront des proies. C'est dans ces circonstances que survient la Grande Dépression de 1929. Elle dévaste tout sur son passage. Un quart de la population américaine perd son emploi. Des dizaines de milliers de chômeurs se retrouvent sans rien. Des familles entières sont jetées à la rue. L'Amérique voit croître les bidonvilles. Elle n'a ni le temps, ni l'envie de regarder au-delà de ses frontières. L'heure du Japon est arrivée. En 1931, les troupes japonaises présentes en Mandchourie s'emparent de la capitale, Mukden, et se déploient dans le reste du pays. Un État fantoche voit le jour, le Manchukuo, dirigé par une marionnette, le dernier empereur de Chine, Puyi, que les Japonais ont sorti du placard dans lequel les Chinois l'avaient mis en 1911. Dans son quartier général Genevois, la Société des Nations fait face à sa première grande crise. C'est un test. Le Japon est condamné. Mais la réponse de l'intéressé est nette. Le Japon ne peut accepter les conclusions adoptées par cette Assemblée. Et les représentants nippons de se retirer la tête haute, laissant la Société des Nations désemparée. Elle ne peut rien faire pour sauver la Mandchourie. Certes, le Japon est mis au banc des nations. Qu'importe. Ses dirigeants ont d'autres ambitions. Leur voracité les pousse vers d'autres conquêtes, vers la Chine. L'invasion ne sera pas compliquée. Le pays sombre dans le chaos. Le gouvernement du général nationaliste Chiang Kai-shek affronte la rébellion communiste menée par Mao Zedong. C'est la guerre civile. En 1936, les Japonais signent un pacte avec Adolf Hitler. L'Allemagne s'engage à intervenir si l'Union soviétique réagit militairement à la future invasion de la Chine. En juillet 1937, les Japonais prennent l'excuse d'un incident avec des soldats chinois pour envahir le pays. Prise
d'abord par surprise, la Chine se ressaisit. Les communistes ont rejoint le Kuomintang dans un front commun contre l'agresseur. Le Japon contre-attaque en faisant débarquer de plus en plus de troupes. À la fin de l'année 1937, le nord du pays et la totalité des côtes sont occupés. L'armée nippone fait preuve d'une extrême brutalité. Les villes sont violemment bombardées. Les Occidentaux évacuent les centres commerciaux comme le port de Shanghai. La ville sera assiégée pendant 3 mois. Les conséquences sont terribles. Les forces japonaises n'éprouvent aucune pitié lorsque les villes tombent entre leurs mains. Après la chute de Nankin, le 17 décembre 1937, commencent 6 semaines de viols, d'orgies et de tueries. Dans la capitale chinoise, les soldats japonais vont massacrer 300 000 civils sans distinction de sexe ou d'âge. Ils vont même attaquer des bateaux de guerre américains et britanniques venus protéger l'évacuation de leurs ressortissants. L'incident le plus grave intervient le 1er décembre 1937. Le vaisseau américain Panay est coulé par des bombes nippones. 50 marins perdent la vie lors de cette attaque. Malgré cela, les puissances occidentales refusent d'intervenir. Et la Société des Nations semble toujours aussi impuissante. Le nouveau président américain, Theodore Roosevelt, tente d'imposer un blocus naval du Japon. Mais les Anglais, par peur de la guerre, refusent d'approuver cette initiative. En désespoir de cause, Roosevelt offre 25 millions de dollars à Chiang Kai-shek pour acheter des armes. Comme les troupes communistes combattent aux côtés du Kuomintang, l'Union soviétique s'engage également à apporter son aide, mais se contente finalement de quelques escarmouches le long de sa propre frontière avec la Mandchourie. La Chine est abandonnée. Elle se retrouve seule face à l'envahisseur. Durant l'année 1938, les Japonais investissent Canton et repoussent les forces chinoises toujours plus loin vers l'ouest. Les grands discours de la Société des Nations n'ont servi à rien. Aucune des promesses faites au nom de la paix n'a été tenue. Le feu de la guerre se propage. Il se rapproche maintenant de l'Europe.